dort pas de la même façon selon les cultures dans lesquelles on appartient. Il y a on dort dans un lit, mais on peut dormir sur une natte, on peut dormir dans un hamac. Et certaines peuplades, Marcel Mauss l'a bien mis en évidence, l'anthropologue Marcel Mauss l'a bien mis en évidence, on peut également dormir debout. Ça arrive, quelques tribus, elles sont très rares et je pense qu'elles seront de plus en plus rares, mais on peut dormir, on peut arriver, dormir debout. D'ailleurs, certains soldats, lorsqu'ils font la garde, je vois qu'il y a des messieurs qui opinent du chef, en marchant, on peut arriver à dormir. Donc vous voyez, tout ceci sont des gestes innés, mais qui sont effectivement passibles d'une certaine forme de traduction culturelle. C'est ce qu'ont bien compris les artistes qui se sont emparés de ces gestes-là, les gestes innés de marcher, les gestes innés de manger, de dormir. Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir maintenant à travers un parcours que l'on va faire à partir de l'art ancien, voire très ancien, jusqu'à des expériences contemporaine, d'artistes contemporains. Voilà. Je vous propose ça. Et on va commencer comme une sorte de petite introduction avec Dürer, Albert Dürer, Albrecht Dürer en allemand, où l'on voit autoportrait, c'est la grande image que vous avez à droite, à l'oreiller, et puis en prime, il nous donne une gravure représentant 6 oreillers. Les formes de cet oreiller devaient beaucoup l'intéresser et voilà, il va les dessiner et bientôt les graver. Alors, j'aime beaucoup cette image et je dois dire que je l'avais mis en exergue à un texte que j'avais écrit au moment d'une exposition que j'avais faite lorsque je dirigeais le CAPC, Musée d'Art Contemporain à Bordeaux, qui s'appelait « Dormir, rêver et autres nuits ». Je reprendrai d'ailleurs ce titre pour un de mes chapitres tout à l'heure. Et j'avais titré cet article ce que dit l'oreiller. Parce que c'était un hommage à mon grand-père qui, lorsqu'il allait dormir, il disait « Bon, je vais aller écouter ce que dit l'oreiller ». Alors je trouvais que c'était une très belle formule et je l'avais reprise dans un des catalogues de l'exposition que j'avais faite dans le catalogue des expositions que j'avais faites à Bordeaux. Alors, quelques images, mais après on passera dans le vif du sujet, mais quelques images pour vous mettre, je dirais, les yeux en face des trous, mais bien que fermés, en l'occurrence avec cette très belle image d'un bronze poli magnifiquement de Constantin Brancusi, Brancucci, comme on le dit dans la langue. C'est la Muse endormie. On le doit à Constantin Brancusi. Elle date de 1918 exactement. Pardon, 1920-21. C'est ça, c'est bien ça, j'arrive. Ah, 1910. Alors oui, je sais pourquoi, parce qu'elle en a fait plusieurs exemplaires, qui varient de manière parfois de manière infinitésimale. Et évidemment, reprenant ça, il les a datés au moment où il les a faites. Alors, donc, Brancusi, Puvis-de-Chavannes, oui, on a sauté quelques années, quelques dizaines d'années, et puis on va sauter encore plus loin avec Rundmuck. Alors, je vous demanderai d'être très attentif à cette image. J'ai malheureusement pas trouvé les dimensions, j'ai essayé de les trouver, mais je ne les ai pas trouvées. Mais c'est l'équivalent d'une tête qui a la grandeur d'un homme debout. Alors évidemment, tout change. Autant avec Brancusi, nous avions un objet relativement petit, 16, 20, 27 et 18. Là, c'est un dessin à peu près des mêmes dimensions, mais avec Rundmuck, on est évidemment dans la démesure totale. Et c'est ce qui fait
C'est ce qui fait l'intérêt de cette œuvre. C'est d'une précision absolue, je dirais aux antipodes des recherches de Brancusi, mais avec la même recherche idéale, l'un dans l'épure, l'autre dans la finition réaliste, la plus réaliste possible. Alors, nous allons entamer une première. Il y a 3 chapitres, hein, trois parties dans l'exposé que je voudrais faire. La première partie, c'est regarder dormir. Regarder dormir, c'est dans le domaine artistique, prioritairement, et dans la plupart des cas, regarder une femme dormir. L'enfant est aussi un sujet souvent traité, mais le nombre d'œuvres est beaucoup moins conséquent que les femmes endormies, le sommeil d'une femme. Quant à l'homme, je pense que la culture viriliste que l'on connaît, qui est inculquée depuis la nuit des temps, a imposé une image bien différente. Il faut que l'homme soit au contraire dans l'action. Alors il y a quelques images, on ne manquerait pas d'en présenter, mais l'homme est endormi rarement, sauf lorsque, défait de tout statut social, il n'est qu'un rebut, qu'un déchet que l'on trouve sur le trottoir ou dans le caniveau. Alors, regardez dormir. On va commencer avec Giorgione et Titien. Giorgione à gauche, avec sa Vénus endormie qui se trouve au musée de Dresde. C'est, on peut dire, le premier nu couché dans la peinture occidentale. C'est un tableau de commande pour le mariage d'un patricien vénitien, M. Girolamo Marcello, et qui a été terminé. Il n'a pas terminé, c'est Titien qui l'a terminé, Titien qui est l'élève de Giorgione, et qui a rendu le personnage peut-être moins idéalisé et plus sensuel. Il est vrai que Girolamo Marcello avait fait cette demande dans la perspective de son propre mariage. Donc il fallait déjà évidemment une image un peu sensuelle. À droite, vous avez Titien. On l'appelle la Vénus d'Urbino. C'est une image beaucoup plus étonnante. Elle ne dort pas tout à fait, mais elle pourrait effectivement s'endormir une fois que, je le dis, c'est Daniel Arras, le grand historien de l'art, Daniel Arras, qui a bien regardé cette œuvre et qui est un grand spécialiste de la Renaissance, qui dit que cette femme est en train de se masturber. Alors, on reste très prudent, bien sûr, mais il est intéressant de voir que sa place centrale dans cet univers, on le voit, mais on voit le paysage, mais à travers la fenêtre, et qu'il y a, vous voyez, toutes sortes d'autres choses qui nous rappellent effectivement une scène un peu érotique, en particulier l'animal à ses pieds, qui est peut-être le signe, effectivement, d'une certaine forme d'érotisme. Alors, il s'agit ici d'une photographie d'un artiste qui s'appelle Eugène Adget, ou Adget. C'est une sculpture qu'il a prise à Versailles, une posture curieuse pour du modèle, une technique du corps un peu particulière. Parce que essayer de dormir de cette manière, ce sera certainement pas très évident. On remonte très loin, très vite, avec Félix Vallotton. Un tout petit tableau, je crois qu'il doit faire 28 sur 27, donc un petit tableau qui se trouve au musée de Grenoble, un très beau petit tableau, un nu, plein de retenue, un tableau de petite dimension, mais on le voit malgré tout d'une grande monumentalité. Malgré ces dimensions, on a l'impression qu'effectivement ce nu occupe tout l'espace et donne une impression de puissance, sans doute par les couleurs vertes et rouges, et même quand je dis rouge, des rouges. La photographie, évidemment, sur cet écran ne le rend peut-être pas bien, je ne le vois pas très bien parce que je suis de travers, mais sur mon écran, je vois bien qu'il y a 2 formes de rouge, et c'est peut-être tout ce qui fait aussi la beauté de cette très, très belle image.
Alors, c'est un autre artiste de la même période qui s'appelle Édouard Vuillard, que je vous présente, et qui est un modèle en proie au sommeil, mais surtout en proie à la peinture, je dirais. C'est un personnage qui est totalement englouti dans la peinture. On ne voit pratiquement pas son visage, hein, c'est plus suggéré que visible. Et là aussi, on a des rapports de couleurs qui sont d'une grande qualité. Je vois encore une fois mal, mais je vois ce ton un peu gris marronasse et ce noir qui forme le tout toute la beauté de ce tableau. Avec Henri Matisse, on est carrément dans la couleur, dans une couleur très libre et très généreuse, hein. C'est une odalisque, c'est une sorte d'odalisque aussi, mais ça s'appelle Nature morte avec une femme endormie, et on est en 1940. Vous verrez que c'est d'autres tableaux de la même année ou de cette même période. Matisse semble totalement étranger à ce qui se passe dans le monde à ce moment-là, mais c'est une manière aussi de se préserver et peut-être une manière de préserver aussi l'art de tout ce qui pourrait advenir de mal pour lui. C'est une œuvre beaucoup moins saturée que la précédente, naturellement, mais tout aussi ouverte à l'élément décoratif. C'est un sujet très apaisant. L'art, disait-il, doit être comme un bon fauteuil. Il doit être en mesure de trouver, pour celui qui le regarde, l'équilibre qui viendrait à lui manquer. L'art doit être comme un bon fauteuil, quelque chose qui permet effectivement de se reposer, de se reposer et de reposer le corps. Chez Matisse, comme chez Fernand Léger, comme chez beaucoup d'autres artistes, il y a toujours une fonction, je dirais, thérapeutique dans les couleurs et dans les formes elles-mêmes. Voilà, avec Balthus, on est dans toujours une image de femmes, de jeunes filles ici endormies, mais vous allez voir, l'atmosphère est très différente. Ce sont des poses lascives, hein, une vision qui est certainement beaucoup moins apaisante parce que justement assez marquée par une certaine forme d'érotisme. On lui en fera grief. Je vais revenir sur lui, sur son œuvre tout à l'heure, et vous verrez que c'est encore plus explicite, notamment lorsqu'il peint des jeunes filles. Avec Picasso, la femme endormie devient, je dirais, un sujet d'expérimentation plastique. Vous avez à gauche cette femme qui s'appelle Le Rêve. On voit bien sûr la leçon cubiste, on est cubisante au moins, on est en 1932, donc ça veut dire 25 ans après les premières expérimentations cubistes. Je rappelle que Les Demoiselles d'Avignon, qui est une sorte d'introïte au cubisme, date de 1907. Là, nous sommes en 1932, donc oui, à peu près 25 ans. Et il y a encore des effets du cubisme assez marqués. À droite, vous avez une autre œuvre qui s'appelle Femme au fauteuil rouge, qui est de la même année. Mais vous voyez que la détermination ici plastique est beaucoup plus tournée vers la sculpture. Picasso est un artiste immense, inutile de vous le dire, que j'admire profondément, et pas simplement parce que j'ai dirigé des musées qui étaient dévolus à lui, à son œuvre, mais parce que c'est un artiste, je crois, qui a été... c'est une œuvre majeure qu'il nous a apportée. Je veux dire qu'il y a un artiste comme ça par siècle. Il y a Titien, il y a Raphaël, et au XXe siècle, c'est Picasso, ça va sans dire. Et pourquoi est-il si fort? Parce qu'il est capable de maîtriser toutes les techniques, la peinture évidemment,
mais aussi la sculpture. Et parfois, il y a une sorte de mélange, comme ici. Le prétexte de la femme endormie devient prétexte à modeler tout ça en 2 dimensions, mais quand même à modeler des formes qui s'apparentent clairement à la sculpture. Alors, toujours Picasso, la sensualité de la femme endormie n'est plus à dire, elle est peut-être encore à dévoiler, comme c'est le cas ici. C'est un faune dévoilant une dormeuse. En réalité, c'est Jupiter et Antiope, d'après Rembrandt. Et alors, Picasso ne fait que reprendre ce que d'autres artistes des siècles antérieurs ont peint également. Je pense en particulier au Titien, on revient, avec le même thème, hein, Jupiter et Antiope, ou encore Rembrandt, très mauvaise photo que j'ai prise, mais malheureusement, je ne pouvais pas la prendre de face parce qu'il y avait trop d'éclairage, trop de reflets dans la vitre. Ou encore Manet, oui. Tous ces artistes ont souvent ont repris le même thème, et c'est souvent qu'on retrouve cette technique dans l'histoire de l'art, des artistes qui reviennent sur ce qu'ont fait antérieurement d'autres artistes. Alors, j'ai parlé beaucoup de sensualité. Là, nous sommes dans quelque chose qui est peut-être encore plus fort que la sensualité, qui est véritablement une sorte de chant d'allégresse à la sexualité. Nous sommes devant un tableau de Gustave Courbet, qui date donc de 1866, et une peinture, je dirais, manifeste du réalisme. Il n'a pas fait de scandale, curieusement. Ça paraît un peu bizarre, mais pourquoi n'a-t-il pas fait de scandale? Parce qu'il n'a jamais, il n'a jamais été présenté au salon. La toile a été directement chez le commanditaire turc, un certain monsieur Khalil Balay, qui possédait déjà le très fameux tableau L'origine du monde, que vous connaissez tous, qui se trouve au musée d'Orsay, et dont il voulait compléter la collection avec ce tableau-là. Plusieurs détails font allusion évidemment à un repos après des ébats érotiques, l'épingle à cheveux, le collier de perles, et tout près là, dans la main droite du modèle, une robe que la femme touche de sa main. Charles Camoin, vous voyez, je parlais de la naissance du monde. Bon, c'est pas aussi réaliste que chez Courbet, mais quand même, Charles Camoin nous présente ici, alors que c'est plutôt quelqu'un qui fait partie d'un groupe qu'on appelle les Nabis, hein, donc une certaine forme d'impressionnisme, mais un peu plus spiritualisé. Chez Camoin, vous voyez un réalisme tempéré, je dirais. Pourtant, c'est en plein moment, en 1905, c'est en plein moment de la cage aux fauves. Alors cette cage aux fauves, c'est en novembre 1905, au Grand Palais, une salle qui est la numéro 7, je crois, qui regroupe les œuvres de Matisse, de Derain et d'un certain nombre d'autres artistes qu'on va appeler les fauves, car le nom vient du critique d'art Louis Vauxhall, qui, voyant cette espèce de pot de peinture jetée à la figure des gens, disait Donatello chez les fauves. Et c'est devenu donc, le terme fauve est resté pour signifier le fauvisme. Alors, Jean Hélion, j'en parlerai peut-être assez vite, c'est aussi une femme nue, mais une femme nue particulière dans la mesure où cet artiste a commencé par peindre, oui, j'ai mis un petit tableau abstrait et géométrique en bas à droite qui s'appelle La figure renversée, hein. Et il a commencé par peindre ce qui est rare, ce qui est même assez exceptionnel. C'est un des très rares artistes qui a démarré en faisant de la peinture abstraite, géométrique en plus, et qui est revenu à la figuration. Là, avec le nu de
le nu renversé de 1946, vous avez effectivement, il revient à la peinture figurative un petit peu avant, juste avant-guerre, mais après-guerre, c'est définitif, il va peindre. Bon, il faut dire qu'il a été envoyé comme prisonnier de guerre et que en Allemagne, je crois que c'était en Allemagne ou dans un des pays de l'Est, je ne me souviens plus exactement. Et il a, pendant tout le temps où il était travailleur forcé, il a ramassé des pommes de terre, c'était très dur. Et que pour lui, revenant, après être libéré et après après 1945, pour lui, il ne peut plus s'adonner à une peinture abstraite. Il revient à la réalité, il revient à la racine des choses en quelque manière, et il quitte définitivement la peinture abstraite. Je termine assez vite, toujours avec ces images de femmes. Alors là, vous avez une photographie de Manuel Alvarez Bravo, la femme endormie. C'est une mise en scène de ce photographe qui est une mise en scène très surnaturelle. Il faut dire en fait que cette photographie lui a été commandée par André Breton, qui lui a téléphoné, il lui a dit « je voudrais que vous fassiez une photographie » et il lui a donné quelques éléments pour que l'autre s'exécute. Et tout ça pour une exposition, l'exposition internationale du surréalisme de Mexico en 1940. Hein. Alors, que fait Alvarez? Il va demander à cette belle femme, qui s'appelle Alicia, de s'étendre sur la terrasse et à l'aide d'un médecin, il va lui bander les chevilles et les cuisses, laissant le pubis bien en évidence et en mettant, je voyais juste devant, sur le tapis, des fruits piquants, qu'on appelle en espagnol on appelle des abrojos, et qui sont posés à peu près à hauteur du pubisme, qui va donc renforcer la dimension fétichiste de la photographie et qui va là aussi limiter la puissance érotique avec, à cause de ces piquants, l'accessibilité est en quelque manière un peu compromise ici. Voilà, alors un autre artiste beaucoup plus contemporain, on est en 71, Araki, qui s'appelle A Sentimental Journey, un voyage sentimental. C'est un artiste assez célèbre pour ses photos de nus. Elle fait quelques séries comme ça. Et puis, je voulais aussi... Alors là, il s'agit toujours d'Araki. Alors, pardon, c'était Hirakawa, je vois très mal. La première, c'était Hirakawa. Hein, et là, c'est Araki. Et alors, Araki a fait une série de photographies de lits vides, mais de lits qui ont été évidemment utilisés. Donc c'est aussi une charge érotique assez forte, même si il n'y a plus de protagonistes, mais leur présence est là. Et alors, je ne peux pas ne pas vous montrer ce qu'a fait un artiste que j'aime particulièrement, qui s'appelle Félix González Torres, qui est un artiste qui est mort il y a une vingtaine d'années, au moment, ou peut-être un petit peu plus, même 25 ans, au moment où il est mort du sida, il était homosexuel, et il a présenté ici, non pas dans un musée, non pas dans une galerie, mais dans ce qu'on appelle les 4x3, les grands panneaux publicitaires, des photographies de son lit qui, évidemment, présentent, là aussi, pardon de ce vocabulaire, présente l'absence des deux personnes qui ont occupé le lit, c'est-à-dire lui et son compagnon. Donc, vous imaginez l'effet produit. Il y en avait un peu partout. Là, je vous ai mis 4 photographies, mais il y en avait beaucoup plus qui s'étalaient comme ça dans la rue aux États-Unis. Alors, les enfants je le disais, les femmes sont très présentes.
les enfants sont aussi omniprésents, notamment et en particulier avec l'enfant Jésus. C'est le cas ici de Bartolomeo Cedone, qui nous présente un enfant, le Christ, disproportionné, véritablement comme une sorte d'effet zoom, une sorte de mise en évidence. Et vous voyez au fond Marie et Joseph en train de lire les textes bibliques. Alors on dit souvent que les parents font les enfants, mais on dit aussi que les enfants font aussi les parents. Et là, c'est typique, l'enfant et tous les écrits qu'il leur a suscités sont lus par les parents. Donc ça veut dire en quelque sorte que l'enfant est en train de former ses propres parents. Voilà. C'est une très belle image d'un artiste, il faut bien reconnaître, peu connu, mais qui m'a frappé, dont l'œuvre me frappe, et en particulier celle-ci, par cet effet de disproportion du corps même de l'enfant. Alors l'enfant aussi ici, alors on ne connaît pas l'artiste qui a fait ça, mais c'est très intéressant aussi, parce qu'on voit un enfant qui occupe tout l'espace aussi, comme précédemment, tout l'espace du tableau. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'enfant est, vous le voyez, en train de dormir, mais sur la croix sur laquelle il sera plus tard crucifié. Et on voit d'ailleurs, comme précédemment, une vue, alors non pas de ses parents, mais de Venise au second plan. Je ne sais pas si vous arrivez à voir un peu en haut à droite. Et puis bon, un artiste, alors là pour le coup, extrêmement connu, Sandro Botticelli, on est aux environs de 1500, c'est un tondo, c'est-à-dire un tableau rond, hein. Au centre, la Sainte Famille, durant le repos pendant la fuite en Égypte. Jésus dort, sa tête sur la main de Joseph, qui dort lui aussi, et la mère est en adoration. À droite, vous voyez la nativité, avec un peu comme ici, les tables devant une grotte, les animaux habituels, les bergers portant l'agneau du sacrifice. Celle d'avant la précédente. Alors, pardon, oui, voilà. J'ai appuyé bêtement, oui. Voilà, donc vous voyez mieux tout ça? Je répète, Jésus dormant, sur la tête de la main de Joseph, la mère en adoration donc, et à droite la nativité, l'agneau du sacrifice, et au fond à gauche, la fuite en Égypte. C'est fréquent que l'on trouve dans les tableaux plusieurs scènes de la même histoire, du même récit. Voilà, alors évidemment, il s'agit là d'un autre artiste qui s'appelle Johann Friedrich Overbeck. Alors c'est un artiste allemand qui fait partie d'un groupe qui était assez important, dont l'œuvre a été assez importante dans le renouveau, je dirais non pas de l'art religieux, mais de l'art qui est régénéré par la religion, par la foi. C'est le groupe des Nazaréens, hein, c'est le 19e siècle, qui précède un autre groupe qui aura les mêmes missions, qui sera le groupe des pré-raphaélites. Je ne sais pas si vous connaissez ces mouvements, qui ont les mêmes missions, c'est-à-dire revitaliser l'art par la foi chrétienne. Alors là, on saute plusieurs dizaines d'années avec Eugène Carrière et ses fameux camailleux, ces camailleux, c'est-à-dire ces sfumatos de brun, de marron. On dit à l'époque jus de pipe. Et d'ailleurs, ça me rappelle que Manet, Degas, qui est une très mauvaise langue, et qui ne peut pas s'empêcher de dire du mal de ses confrères,
Eugène Carrière l'invite et lui demande, avec un peu d'inquiétude, ce qu'il pense de ces tableaux. Et Manet dit « On aura encore fumé dans la chambre des enfants ». Alors voilà, je vous ai parlé tout à l'heure de Balthus. Voilà Thérèse rêvant. Autant vous dire que c'est une manifestation là aussi relativement réaliste, mais largement ouverte vers la rêverie. Cette rêverie que suscite l'âge de l'adolescence. Et je laisse la parole à Balthus qui dit « Je vois les adolescentes comme un symbole. Je ne pourrai jamais peindre une femme. La beauté de l'adolescente est plus intéressante. L'adolescente incarne l'avenir, l'être avant qu'il ne se transforme en beauté parfaite. Une femme a déjà trouvé sa place dans le monde, une adolescente, non. Le corps d'une femme est déjà complet, le mystère a disparu. » Je lui laisse évidemment la responsabilité de ces derniers propos, mais il est très attentif à la beauté de l'adolescence et il aura une vie durant pris beaucoup de modèles chez des très jeunes filles comme ça. Ça a fait, autant vous dire, récemment l'objet de beaucoup de critiques violentes, parce que très vite, le terme de pédophilie arrive, etc. Et même dans certains musées, il y a eu des manifestations pour que l'on décroche les œuvres de Balthus. J'espère que le conservateur a tenu bon et que les tableaux sont encore bien sur les cimaises. Alors une autre, oui, je saute très vite, avec une œuvre d'une artiste photographe qui s'appelle Claude Bateau. Alors elle dit tout simplement, elle titre ça « Le canapé », mais il s'agit en fait là aussi d'une petite fille. C'est une photo, à mon avis, d'une grande sensibilité pour saisir les petits moments du quotidien. Hein, c'est ses propres enfants, c'est Marie-Angèle, c'est Delphine. C'est un lieu très habituel c'est chez elle. Et c'est une sorte de journal intime qu'elle construit à travers son appareil de photographie. Alors, j'ai parlé d'hommes, de femmes, d'enfants. Je parlerai de ce qu'on appelle aussi le troisième sexe, pardon, avec la réplique romaine, d'après un original d'Hermaphrodite endormi. Hermaphrodite, c'est Hermès, c'est le fruit de Hermès et d'Aphrodite. Donc c'est une sculpture qui se trouve au Louvre, mais on en trouve aussi dans d'autres. Et souvent, la face tournée vers le mur. Alors, là aussi, il y a des réflexes de pudeur que l'on a du mal parfois à comprendre. Alors, Rosemarie Troquel, qui nous montre également un personnage au sexe identifié, mais qui est très féminisé. C'est une artiste allemande. Voilà. Et puis alors là, bon, je crois que là, c'est clair et net. Mais pas tant que ça. On pense évidemment tout de suite qu'il s'agit d'un homme endormi. Mais alors il s'appelle Endymion, ce personnage. C'est un jeune berger d'une grande beauté. Il inspire de l'amour à la déesse Héra. Et l'époux, Zeux, en est jaloux et l'endort d'un sommeil éternel. Voilà, hein, donc le faune Barberini, dans toute sa posture, et Lucian Freud, hein, avec un homme avec une jambe en l'air. Hein, là où il y a aussi une certaine forme
réalisme poussé de manière assez forte. Jean-François Millet, je passe vite parce que je vais prendre trop de temps. Jean-François Millet, alors quand l'homme est représenté, il est souvent représenté avec sa femme, endormis, hein, tous deux. Il s'agit ici de alors là c'est Van Gogh, pardon, et Millet, le repos de midi, ou la Méridienne. Et thème repris par Van Gogh. Voilà, on trouve aussi des gens qui dorment, dans des postures assez curieuses. Vous connaissez sans doute tous la célèbre photo que j'ai mis en bas à droite d'hommes en train de monter le grand building de la General Electric à New York. 70 étages, je crois, en train de manger. Évidemment, c'est des photos qui ont fait l'objet d'une pause. Hein. C'est pas naturel qu'ils dorment sur des poutres comme ça, hein, ou qu'ils mangent sur des poutres comme celle-ci. Là, c'est Charles Ibbetts qui a demandé aux ouvriers, qui ont très gentiment et très spontanément joué le jeu, mais il s'agit effectivement c'est pas des photomontages, hein, c'est des vraies photos, mais des photos qui ont fait l'objet d'une pause, je dirais, pas tout à fait naturelle. Voilà, alors je vous disais, photos d'hommes, et souvent d'hommes déchus, d'hommes qui ont été écartés, qui ont été privés de leur statut social, qui ont été écartés de la société. Alors c'est le cas de Henri Cartier-Bresson, ce photojournaliste et photographe. C'est des photos de rue, très proches des surréalistes, mais en quête d'une certaine forme de réalité. Et surtout, il est connu pour son engagement politique. Henri Cartier-Bresson a été photographe du journal communiste Ce Soir, donc dans les années 30. Et on le sent bien que c'est quelqu'un pour qui les thèmes sociaux sont très importants. C'est le cas aussi de Brassailles, un autre artiste photographe, hongrois, lui, arrivé en France dans les années 20, au milieu des années 20, et qui va, alors, particularité assez extraordinaire, qui prouve son intérêt pour la culture française, il va apprendre le français en lisant Proust, ni plus ni moins. Il est lui aussi très ami des surréalistes. C'est le même œil de la ville, le même œil sur la ville, des gens, des murs, des graffitis. On connaît cette belle série qu'il a faite sur les graffitis, sur les milieux interlopes également. Mais c'est aussi le photographe, j'allais dire, des clochards, ceux qui vivent sous le Pont Neuf, ceux qui vivent aux alentours de la bourse du Travail à Marseille ou à Paris. Hop. Alors, là, il s'agit donc d'Henri Cartier-Bresson. Il s'agit du couronnement du roi George VI, le 12 mai 1937, à Londres. Le photographe donc du journal Le Soir et on lui demande d'aller couvrir l'événement. Évidemment, la plupart des autres reporters s'empressent de chercher le bel angle pour prendre le couronnement ou le passage du carrosse ou l'apparition de la famille royale au balcon, par exemple. Lui, il va faire exactement le contraire. C'est ce qui fait la très belle pertinence de ces photographies, de cette série, et la grande beauté de cette série. Il va s'intéresser non pas au roi et à la famille royale, mais bien davantage au peuple qui regarde passer le cortège en question.
Donc on voit ces personnages sur une tribune, et on voit aussi peut-être ce monsieur un peu trop éméché qui dort, qui dort à point fermé, alors que les, les fanfares de la royauté battent leur plein. C'est le cas encore de Brassailles, oui. Alors c'est un peu différent ici. C'est pas la famille royale, mais c'est une affiche publicitaire. C'est pas un montage, hein, c'est là aussi une photographie prise sur le vif, si je puis dire, en parlant d'un homme qui dort. Voilà. Pardon. Alors, je vais assez vite. Koudelka, Robert Koudelka. Alors, peut-être un peu moins vite avec Mathieu Pernaut, qui est un jeune artiste français, qui a fait l'école de la photographie à Arles, et qui, à Arles, a trouvé des gitans avec qui il a passé beaucoup de temps et dont il a documenté la vie. Là, c'est pas tout à fait la même chose. Il a réalisé une série qu'il appelle les Migrants, qui sont en fait des Afghans clandestins dans le 10e arrondissement de Paris, à proximité du square Villemain, dont ils viennent d'être expulsés, donc ils dorment là où ils peuvent. Ces hommes sont en transit, ce sont des migrants de passage, ils rêvent d'Angleterre et ils rêvent surtout d'un statut de réfugié un peu plus confortable. Mais vous voyez, j'en parlerai plus tout à l'heure avec le rapprochement du sommeil et de la mort. Mais vous voyez déjà, on a quelque chose qui ressemble presque à un linceul, hein. Et à droite, Pierre Moignard, le rapprochement que j'ai fait entre les deux me paraissait pertinent parce que lui aussi est allé, alors il est allé en Californie, donc aux États-Unis, à Los Angeles et dans ses environs, et en particulier sur les plages où on voit des stars, mais où on voit aussi des sans-abri allongés dans leur duvet, des masses informes, des espèces d'épaves. Oui, humaines, échouées sur, on dirait presque des épaves animales d'ailleurs, hein, échouées sur le rivage. Alors Francis Alice, lui aussi va, alors c'est beaucoup plus tôt, hein, là nous sommes en 1997, donc ce sont des œuvres qui datent de 25 ans au bas mot. Il l'a poursuivi jusqu'en 2002 et il a photographié à Mexico les gens qui dorment dans la rue. Vous voyez. Et j'ai eu l'occasion de présenter cette série de diapositives sur un carrousel, mais il demandait à ce que le carrousel soit posé à terre et que l'image ne dépasse pas la plainte, hein. Une manière, si vous voulez, de nous mettre dans la même situation que celui qui est par terre et qui voit le monde à ce niveau-là. Donc une très belle œuvre que j'aime beaucoup et dont les modalités d'accrochage étaient tout à fait remarquables et tellement pertinentes. Voilà, donc deuxième paragraphe. J'avais prévu 1 heure, il nous reste combien de temps? Il te reste 10 minutes. Ah oui, non. 15 minutes, oui. Alors, je crains d'être pas tout à fait à l'heure. Si je peux sauter des images, mais je suis désolé, je parle trop vite et trop longtemps. Bon, je vais aller très vite avec un cratère en calissatique à figure rouge, tombe de sommeil. Oui, pourquoi tombe de sommeil? C'est pas moi qui ai inventé ce terme, c'est Jean-Luc Nancy. À qui j'avais demandé d'écrire un texte pour le catalogue. Et il a trouvé ce titre que je trouve merveilleux, que tombe, évidemment, c'est la mort, sommeil, c'est la petite mort aussi, hein. Donc il en a fait ensuite un petit livre qui est sorti de manière autonome par rapport au catalogue et qui se trouve, je pense, en vente dans les bonnes librairies, comme on dit. Donc Jean-Luc Nancy, on le remercie, et je lui rends hommage d'ailleurs parce qu'il avait été un adorable collaborateur pour cette exposition. Je reparlerai de lui tout de suite après.
Alors, donc, un cratère en calissatique, à figure rouge. On est 15 siècles avant notre ère, hein. Le sommeil et la mort, c'est permanent. On va le trouver chez ce très beau graveur allemand Lucas Killan, hein, cet enfant qui dort en haut à droite, mais accompagné de quatre crânes. La mort est prépondérante, elle est supérieure en quelque manière, hein. On va trouver ça aussi chez Hannibal Carrache, fait partie donc de la famille des Carrache avec Agostino et Ludovic. Et l'iconographie, c'est l'allégorie de la nuit, représentée par une femme ailée qui porte dans sa chevelure une couronne de pavots, qui est le symbole du sommeil, et qui tient sous chaque bras un nourrisson endormi. Celui de gauche, c'est son propre fils, et qui symbolise le sommeil, donc, et celui de droite, qui est plus sombre, qui représente la mort. Ce tableau se trouve au Palais Farnèse, qui est l'ambassade française à Rome. Je vais très vite aussi avec John William Waterhouse, Le sommeil et son demi-frère, la mort. Donc le personnage de premier plan est plongé dans la lumière alors que son frère est dans l'obscurité. Le premier représente donc le sommeil et le second la mort. Et on va trouver alors toute une série, je vais aller là vraiment très vite, toute une série du Christ au mont des Oliviers, pendant que les apôtres dorment. Lui est en prière, il médite et il peut même être en proie à des angoisses. D'ailleurs, le Christ que vous voyez sur la colline en train de prier, l'artiste l'a fait suer des gouttes de sang. Donc il est évidemment, c'est un humain, il ne faut pas l'oublier aussi, même si c'est le Fils de Dieu, c'est un humain et il a très peur de ce qui va lui arriver. Il affronte son destin naturellement le plus courageusement possible. Voilà. Et quand Jésus rejoint ses disciples, une fois qu'il a prié, il lui dit « Mais pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez pour ne pas entrer en tentation. » Je cite évidemment les évangiles là. Raphaël, c'est la même scène, hein, l'immaturité des condisciples face à la douleur psychologique du Christ. Oui, c'est Mantegna. Le Christ est représenté en prière en haut du rocher, avec les anges, hein, qui sont, vous le voyez en haut à gauche, munis des instruments de la passion, et les disciples qui dorment à ses pieds. Au fond, à droite, enfin à peu près au milieu, vous voyez Judas qui apparaît avec les soldats pour venir arrêter le Christ, et un vautour et un arbre mort qui symbolisent la mort prochaine à droite, et des pélicans et des jeunes pousses, des jeunes herbes qui symbolisent au contraire l'espoir dans l'avenir. Piero della Francesca, la résurrection. Jésus sort de son tombeau, les soldats sont endormis, allongés. Il y a un autoportrait d'ailleurs de Piero lui-même, c'est celui qui est le plus près du pied du Christ. Voilà. Alors, une autre mort qui est celle de la Vierge Marie, mais qu'on n'appelle pas mort, hein. Dans le cas précis, c'est un sommeil, on appelle ça la dormition. C'est un terme qu'on utilise principalement pour la Vierge, de temps en temps pour quelques saints, mais c'est assez rare. C'est plutôt la Vierge qui dort, parce qu'elle va ressusciter. On appelle ça donc la dormition. Il y en a beaucoup, en particulier Martin Schoengoer, magnifique graveur du 15e, 16e siècle. Et Pablo Picasso. Alors, il s'agit là non pas d'une vierge, non pas d'une dormition, mais quelque chose qui s'apparente à ça, puisque nous retrouvons à peu près les mêmes protagonistes, une femme allongée,
et quelqu'un qui est à côté, qui semble la veiller avec sa guitare. Mais je vous rappelle la date, on est en 1942. Cette toile est assez grande, elle fait 2 mètres pratiquement sur 2,65 m. Et c'est une drôle d'atmosphère, c'est assez cauchemardesque, puisque cette femme est allongée, nue, et cette autre femme, dans des bleus assez outranciers, des bleus, des verts assez outranciers, on ne sait pas quel rôle. Bien sûr, elle a une guitare, ce qui pourrait être apaisant, mais son profil, sa manière de se comporter, peut-être son sourire que l'on distingue à travers un simple arc, pourrait donner à penser qu'on est dans une geôle. La couverture sur laquelle repose cette femme, c'est presque des piquants, hein, c'est presque des formes angulaires qui peuvent venir percer la chair. Très beau tableau, 1942. Autant vous dire évidemment que Picasso, qui n'est pas un peintre d'histoire, mais il dit lui-même, je retrouve peut-être là ce qu'il dit lui-même. Voilà, il dit, je n'ai pas peint la guerre, mais il n'y a pas de doute que la guerre existe dans les tableaux que j'ai faits alors. Très belle définition. Ce n'est pas un peintre d'histoire, mais l'histoire est quand même là dans ses œuvres. Et dans ces œuvres-là, je parlerai, sans être trop long, de poulets qu'on oxyde, d'autres animaux que l'on égorge. Je veux dire, c'est très daté, hein, c'est très marqué. Alors, Jacques, toujours pareil, hein, est-ce qu'on est dans le sommeil, est-ce qu'on est dans la mort? On ne sait pas trop, avec ce très beau photographe qui s'appelle Jacques-André Boiffard, un corps nu de la première femme de l'artiste surréaliste, qui est debout. Alors, en fait, elle est debout contre le lit, redressée sur le mur. Hein, c'est donc pas une prise de vue anodine, c'est une photographie en plongée, hein, je crois que c'est comme ça. C'est comme ça qu'on pourrait définir la manière dont il a pris la photographie. Par contre, là, avec Rudolf Schaffer, c'est le sommeil éternel. Ce sont vraiment, bien que très apaisés, des visages de femmes mortes. Et une très belle installation que l'on doit à Bill Viola, qui s'appelle tout simplement les Sleepers. C'est le thème. Donc, alors, je décris l'installation. Un moniteur vidéo disposé au fond de chacun des barils, des 7 barils, qui sont remplis d'eau, et une vidéo qui tourne en boucle, d'une durée environ de 30 minutes, qui présente sous l'eau le visage d'un dormeur différent, préalablement filmé en temps réel. Le sommeil est parfois agité ou parfois tranquille, et à travers ces dormeurs, il y en a un qui s'achemine, et je crois que c'est sa mère en réalité, qui s'achemine vers son dernier sommeil, son dernier souffle. Donc quand on voit ça, le spectateur qui est obligé de se pencher pour voir l'image est confronté à sa propre fragilité, sa propre finitude même. Voilà, très bel artiste également qui s'appelle Marlène Dumas, hein, qui représente, c'est une peinture, hein, tête et poitrine d'une femme nue et couchée. Les yeux sont fermés et sa peau semble effectivement décolorée, un peu comme le visage d'un mort sur son lit de mort, à l'exception de quelques touches de couleur que l'on voit vers la bouche, le menton, les joues, le sein, qui rappellent clairement les représentations du Christ mort de la Renaissance. Et là aussi, on se demande si elle dort ou si elle est sans vie. Alors une image très curieuse, qui n'est pas du tout une œuvre d'art, mais que j'ai quand même voulu vous montrer, parce je crois que c'est la seule image d'Hitler que l'on voit dormant.
Alors pourquoi le rapprochement avec la mort? C'est une image plutôt guillerette, puisque on voit sa nièce à côté, qui le regarde en souriant, et lui qui dort paisiblement, alors qu'il va bientôt être, c'est pas le cas, mais il va bientôt être l'auteur de millions et de millions de morts. Alors c'est une œuvre que je voulais mettre, enfin c'est pas une œuvre, c'est une photographie documentaire, tout ça pour vous parler d'un film que j'ai vu, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, que j'avais vu au Festival de Cannes il y a un an, qui s'appelle La Zone d'intérêt, The Zone of Interest, et qui est très typique de cette œuvre, puisque la famille du chef du camp vit comme si de rien n'était. Je ne sais pas si certains ont vu le film, c'est exemplaire, c'est un chef-d'œuvre cinématographique, comme si de rien n'était, on pique-nique, un peu comme ici, on fête les anniversaires, et le mur où est adossée la maison, derrière ce mur, eh ben, c'est le camp d'extermination d'Auschwitz. Voilà, alors, Rêver et autres nuits, je fais évidemment ici allusion à l'exposition Traverse et bien sûr à Sabatina Leccia, au travail de Sabatina Leccia et de Sequoia Carullo, je prononce bien les mots, les noms, j'espère. Donc quelques images que je vais très vite faire passer avec chez Carpaccio la légende de Sainte Ursule à qui on annonce dans son rêve le prochain martyr, un martyr terrible parce qu'elle va mourir avec 11 000 vierges qui avaient accompagné la princesse qui elle-même accompagnait Sainte Ursule. Edward Burne, oui, non, pardon, Henri Rousseau, La bohémienne endormie. On est dans l'onirisme, on est dans le rêve, on est dans l'activité onirique. Marc Chagall avec le Cantique des Cantiques, hein, ce sans dessus dessous qui fait toute l'œuvre de Chagall. Ou bien encore Balthus, voilà, ce fameux Balthus qui est beaucoup plus osé peut-être que le dernier que nous avons vu. C'est au centre donc deux fillettes qui sont représentées, l'une dormant sur un canapé, l'autre agenouillée à quatre pattes. Hein. Et au centre, une table sur laquelle sont déposés des objets qui sont emblématiques d'un retour à la peinture comme métier. Et je reparlerai à nouveau de Daniel Arras qui disait le comble de la peinture, en parlant de l'œuvre de Balthus. Cauchemar aussi, rêve mais cauchemar avec Fuseli, hein, quand le rêve devient cauchemar. Le sommeil et les rêves sont des sujets habituels chez Fuseli. Et là, on voit une femme en robe, dans les deux tableaux, en robe de satin blanc, endormie sur un lit, la tête penchée vers le bas. Elle est dominée par un démon hein, qui regarde le spectateur. C'est là aussi une portée érotique évidente. Voilà. Alors, certains voient un calembour visuel, puisque Mar en allemand veut dire jument. Bon, basta. Ferdinand Hodler, avec cette peinture symboliste qui s'appelle La nuit, qui montre 7 personnages endormis. C'est un autoportrait. Il est entre sa propre femme, Bertha, et son amante, Augustine. Hein, il est à peu près au milieu. Et cette créature noire qui vient démolir cette belle rêverie. Il éprouve un grand sentiment de peur. Voilà, hein, bon, très vite. Alors Kokoschka, ça c'est un tableau assez extraordinaire, sur lequel je m'arrêterai vraiment très peu de temps, mais suffisamment pour vous dire comment ce tableau est né. Kokoschka aimait mais passionnément Alma Mahler. Vous voulez dire quelque chose? Ah non, pardon. Alma Mahler, qui est la veuve du compositeur, Gustav Mahler. Il était tellement amoureux d'elle qu'il a mesuré le lit donc de cette maîtresse, de sa maîtresse,
Il a pris les dimensions et l'œuvre que vous voyez, c'est exactement la dimension du lit d'Alma Mahler. Hein. Alors, il est allongé sur le lit, qui s'appelle La Tempête. Et bien sûr, vous voyez que ça tournoie dans tous les sens, que les formes sont mêlées les unes aux autres. Les deux amants flottent comme dans un nuage orageux, hein, d'où le nom La Tempête, parce que leur relation était elle-même très orageuse, pleine de jalousie, de querelles et de frictions. Elle était sans doute très séduisante, puisqu'il y avait quelqu'un qu'il aimait aussi particulièrement, c'était Walter Gropius, qui est le directeur du Bauhaus. Walter Gropius, qui était aussi très très amoureux de la femme de Mahler, et qui était même allé demander à Mahler lui-même, donc au mari, la main de sa femme. Donc vous voyez, c'est une histoire un peu compliquée, mais assez curieuse et dans une certaine mesure assez savoureuse quand même. Voilà, on dépasse le siècle là avec un artiste italien, Cagnaccio di San Pietro, qui s'appelle Dopo l'orgia, après l'orgie, 1928. Alors il faut savoir que Cagnaccio di San Pietro était un esprit assez rebelle, indépendant et non conformiste, et que c'est une scènerie de beuverie, après le sexe évidemment. C'est d'un réalisme largement appuyé, aux couleurs franches et en aplat, proche de la nouvelle objectivité allemande. Hein. Alors c'est un titre qui a été donné par Margherita Sarfatti. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est tout simplement la maîtresse, l'égérie, disons plutôt, de Mussolini, qui s'intéressait beaucoup à l'art, enfin à une certaine forme d'art. Un autre artiste italien, Felice Casorati, qui reprend à peu près les mêmes, c'est même avant, donc il ne reprend pas, c'est avant, 1922, qui traite du même sujet. C'est certainement une scène peut-être un peu plus apaisée que la précédente, mais qui relate aussi une scène après la fête. Un artiste beaucoup plus contemporain, Jordi Colomer, dans une œuvre vidéo qui s'appelle Le Dortoir. Il y a eu très récemment une exposition au FRAC à Corté, au FRAC Corse de Jordi Colomer. Je ne sais pas si cette œuvre a été présente, je ne suis pas sûr. David le dira peut-être? Non, bon. Voilà, donc c'est une série d'appartements, tout en carton. C'est en fait un faux intérieur. Tout est fabriqué en carton. Et les personnages qui, eux, sont des vrais hommes et femmes, sont des fêtards endormis. Hein, et on voit la caméra, j'aurais aimé vous passer un extrait de la caméra. On voit la caméra monter et descendre. Voilà, là il s'agit d'Anne Goldin, bien connu aussi pour avoir documenté, si je puis dire, les milieux interlopes, les milieux de la drogue, les milieux de la délinquance, d'Anne Goldin. Je ne peux malheureusement pas commenter toutes ses œuvres parce qu'il y en a un peu trop, mais je vous demande d'être attentif à ce travail qui est tout à fait remarquable également. Ça, c'est très amusant. Il s'agit d'un artiste qui est mort il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Rodney Graham, et qui lui aussi a pris des choses illicites, en particulier de l'alcyon, c'est d'ailleurs le titre de cette vidéo. Là, je vous montre qu'un extrait, enfin, une capture d'écran d'un plan séquence vidéo noir et blanc. L'artiste est endormi, allongé en pyjama sur la banquette d'une voiture qui circule la nuit. Donc vous voyez les lumières de la circulation qui défilent par les fenêtres à l'arrière et qui font l'effet d'une seconde projection. C'est presque deux écrans que l'on peut voir. Hein. Et donc ça rajoute un peu à l'effet d'hallucination. L'alcyon est le nom d'un hypnotique et René Graham s'en est administré volontairement. Hein, c'est pas quelqu'un qui... C'est un peu comme Michaud qui écrivait en prenant des
justement des produits qui l'amenaient à un certain état particulier. Donc, il demande à son frère et à son cousin de le ramener, et il en profite pour faire donc une vidéo qui est très, très amusante aussi. Alors aussi très amusant, un artiste euh, suisse, Roman Signer, qui est mort lui aussi il n'y a pas très longtemps, qui est allongé dans son lit, immobile, paisible, une image de détente parfaite, vous voyez, mais un hélicoptère qui survole la pièce, qui est un jouet qu'on manipule, qui se rapproche, qui s'éloigne, c'est aussi une vidéo, vous avez compris, qui s'approche tel un gros insecte, à quelques centimètres de la tête de l'artiste. C'est fait avec beaucoup d'humour, beaucoup d'espièglerie également. Et je terminerai ce propos, je vous demande encore une dizaine de minutes, pas plus, avec dormir, mais considéré comme œuvre d'art, à proprement parler. Et je commencerai avec le regretté Ben. Aussi, décidément, il y a beaucoup de gens qui sont morts, ceux que je présente. Ben, qui a fait une série de gestes. Il y en a, je crois, au total, il me semble qu'il doit y en avoir une soixantaine. Il y a manger, dormir, cracher, hurler, uriner, etc., etc. Et c'est toujours un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il dit geste, deux points, et selon le cas, dormir, etc. Et il décrit le tableau et montre une photographie. Tout ceci sur un support qui est, je n'ai pas les dimensions, mais qui doit faire à peu près 60 sur 60, hein, pas davantage. Son geste est de dormir. Et il ne manquera pas d'ailleurs de dormir, parfois à Londres en 72 dans une vitrine. Son œuvre, ce sera de dormir devant les passants, ou de dormir dans un lit au musée Chagall, par exemple. Mon prédécesseur avait demandé à Ben de venir et il avait fait une action, une performance. C'était, après avoir pris 2 ou 3 cachets pour bien dormir, il avait dormi la nuit durant devant les spectateurs. C'était pour la nuit du musée, devant les spectateurs un peu médusés qui voyaient cet homme dormir d'un bon sommeil. Alors c'est aussi, bien sûr, je ne pouvais pas ne pas montrer Andy Warhol. Andy Warhol avec son film Sleep de 1964, où pendant, pas tout à fait 8 heures, je crois qu'il dure un peu moins longtemps, mais le projet c'était de prendre en photographie, dans un plan séquence qui ne bouge pas, donc une caméra fixe qui ne bouge pas, et qui donc prend c'est son amant, qui dort la nuit durant. Voilà. Donc vous connaissez les œuvres de l'Empire State Building, il a reproduit ça sur 8 heures en filmant la pointe de l'Empire State Building pendant 12 heures ou 8 heures, je ne sais plus exactement. Ce sont des films, il disait lui-même, les films sont sans profondeur. C'est-à-dire ne cherchez pas de symbole, c'est ce que vous voyez n'est que ce que vous voyez en quelque sorte. On est à la surface des choses et on y bouge, on n'en sort pas. Alors là, par contre, c'est un peu différent. Le même principe, on doit ça à Mounir Fatmi, très bel artiste également, marocain, qui a qui a photographié, qui a filmé Salman Rushdie et il dort, tout simplement, on lui demande de dormir, et lui va prendre en photo. Alors vous voyez, je viens de vous montrer Warhol, et je vous ai dit c'est sans profondeur. L'image que vous voyez là ne peut pas être sans profondeur, avec la menace permanente qu'il y a sur sa tête. C'est une image très forte. Et pourtant, c'est le même procédé, exactement le même procédé. C'est-à-dire que deux artistes peuvent employer la même méthode, la même technique, et dire exactement des choses à l'opposé. Autant l'amant de Warhol est dans un sommeil qui n'a rien à nous raconter, en quelque manière. Autant le sommeil
Salman Rushdie est évidemment particulièrement riche d'émotions, parce qu'on sait évidemment ce qui peut induire, ce qui peut l'atteindre. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de Jean-Luc Nancy, et je dois à l'artiste, cher ami Elie Cristani, qui est un artiste corse, d'avoir fait une œuvre assez formidable, où il a demandé... Pardon ? Il manque ici. Ah oui, pardon. Ouais. Plus ici. JLN. Alors, JLN, c'est Jean-Luc Nancy. Hein. Ça date de 2013, 2003, oui, pardon. Et c'est une vidéo qui dure une 25 minutes à peu près. Il a demandé à Jean-Luc, donc ce grand philosophe, de regarder la caméra fixement. Et petit à petit, le sommeil vient gagner Jean-Luc Nancy, qui, vous voyez ici, bat des paupières et finit par s'endormir. C'est tout bête, mais c'est d'une très grande beauté aussi, parce que c'est très fort. Cet homme qui va essayer de rester les yeux éveillés, mais qui finira par tomber de sommeil. Tombe de sommeil, tomber de sommeil, vous avez fait le raccourci. Et encore merci pour ce très beau titre à Jean-Luc Nancy. Big Van der Poel, je passe vite, pour parler de Sophie Calle, qui, elle, va inviter des gens qui veut, en quelque manière, à dormir dans son lit. Et elle va, là aussi, documenter ceux et celles qui viennent dormir dans son lit une nuit complète ou quelques heures simplement. Alors, lui fait la même chose, mais c'est peut-être un petit peu plus osé. Alors, je passe avec Denis Oppenheim, qui dort lui aussi, et qui, je dirais un peu comme les artistes de support surface, joue beaucoup sur la solarisation. Simplement, il n'utilise pas comme Pagès a pu le faire, ou comme d'autres artistes de la mouvance support surfacienne. Il utilise un livre, il va dormir 2-3 heures, et au bout, il va être brûlé au 2e degré tout le reste du corps, sauf l'endroit où il aura mis son livre. Denis Oppenheim. Pascal Convert, avec cette installation qui se trouve dans les collections du CAPC, Musée d'art contemporain de Bordeaux, où il a, et on le voit sur les murs, enregistré son propre sommeil avec des capteurs et tout des marques qui vont produire des marques sur des feuilles ou qui va reproduire sur les murs. Alicia Framis, qui nous montre ici des photographies de gens qu'elle a invités aussi à dormir chez elle. Alors, pas dans son lit, ou peut-être dans son lit, mais sans elle. Elle va laisser l'obturateur de la caméra ouvert. Et évidemment, la caméra va enregistrer tout, y compris les mouvements du dormeur ou de la dormeuse qui forment, vous voyez, ces images un peu floues. Hein, c'est les images du mouvement du dormeur et de la dormeuse, le reste étant assez net, les meubles, par principe, ne bougeant pas, même si on les appelle des meubles, et qui sont meubles, donc, qui peuvent se mouvoir. Je passe avec, voilà, Tornato, pardon, qui enregistre aussi son sommeil. Sam Samor. Jordi Bartolomeo, qui lui prend des photographies de gens dormant dans les espaces publics, dans les transports. Anna Malagrida, qui avait fait une installation où on voit un lit et une vidéo projetée sur le lit. Donc c'est pas une vraie personne qui dort, c'est l'image d'une personne qui dort. Pierrick Sorin,
Pierrick Sorin qui a fait une vidéo où on le voit au réveil et immédiatement, avec un système qui se met automatiquement en marche, dire qu'il regrette de se coucher si tard et qu'il va tenter de se lever, de se coucher plus tôt. Tout ça alors c'est toute une série de petites séquences qui sont désopilantes, où on le voit complètement ahuri, complètement assommé par la fatigue et le sommeil, et qui dit je ferai le nécessaire pour tenter de me lever à l'heure et donc de me coucher tôt. Voilà. Je boirai moins de café. Enfin, il y a toute une déclinaison sur les bonnes intentions qu'il se gardera évidemment de tenir. Et je termine enfin avec cette belle image de l'ami Pennone qui nous représente tout simplement des yeux fermés avec du marbre, de Carrare, des toiles, une toile et faisant le dessin des épines d'acacia. Je ne développerai pas toute la symbolique qu'il y a dans cette œuvre, mais elle est d'une belle épaisseur aussi. Merci pour votre attention et pardon d'avoir été un peu long. Alors, je m'appelle Sabatina Leccia, je suis artiste et pour l'exposition Traversée à Corsica Luce, je présente des œuvres qui sont issues de ma série Traverser la nuit et d'autres sur papier calque qui sont issues de ma série Les vestiges de mes souvenirs. Alors pour Traverser la nuit, en fait, c'est le début de mon travail photographique où je mêle des photos que j'ai prises dans le Cap Corse, où je viens retoucher les couleurs, je viens superposer plusieurs images entre elles et ensuite je viens rebroder par-dessus. Parce que je suis issue du monde de la broderie et ce travail manuel du temps long me permet de méditer ces paysages et me permet du coup de révéler, de ressentir en tout cas des énergies, des vibrations que je vais matérialiser par mon fil de broderie. Donc pour moi, c'est des images qui me font penser à des rêves dans la manière dont elles sont fabriquées parce qu'elles sont métissées parce qu'il y a plusieurs superpositions d'images et par le travail du fil aussi. Et il y a l'autre série qui s'appelle Les vestiges de mes souvenirs. Donc en fait, ce sont des images qui sont issues de vieilles diapositives qui datent des années 90, où j'ai mis en dessous en fait des pétales de fleurs pour certaines, et je suis venue reprendre en photo ces images que j'ai fait tirer sur papier calque et que je suis venue reperforer aussi à certains endroits pour révéler pareil des énergies ou des vibrations. Et je trouve que c'est assez beau et que ça a du sens avec le lieu ici, avec ces murs qui sont avec beaucoup de superpositions de peinture qui s'effritent. Et du coup, le papier calque permet ce dialogue entre le temps de ce mur et le temps de mes souvenirs, de mes rêves. Et donc je trouvais que ça se prêtait bien dans ce lieu-là. Voilà. Bonsoir, je m'appelle Sequoia Scavulo et l'exposition en haut, c'est c'est la première fois que je fais quelque chose comme ça. C'est une installation avec plusieurs couches de tissu que j'avais imaginé comme les couches de peau. Comme on a plusieurs couches de peau et il y a une vidéo avec une projection qui efface lentement dans les couches. Et dans la vidéo, je écris les phrases de mon alphabet secret sur les poils de quelqu'un. Du coup, c'est tout un travail à propos de la peau et l'information qui est stockée dans la peau.
Pourquoi j'étais poussée à travailler sur ça, c'est parce que ma mère, elle m'a dit que même si on a les souvenirs qu'on va oublier dans le cerveau, ça reste dans le pot. Le pot, ça se souvient. Elle, oui, elle, c'est quelqu'un qui fait du shiatsu acupuncture. Du coup, elle a beaucoup d'expérience avec les gens qui ont les souvenirs dans leur peau, qui ne se souviennent pas. Et c'est ça toute mon inspiration autour de l'exposition.